Classification 1.3, accès restreint. Émetteur, IRC, Bureau des réalités inaccessibles. Date, données supprimées. Objet, rapport d'observation sur le monde nommé Metropolium Infinitus, dit métro infini. Description générale. Le métro infinitus est une structure dimensionnelle continue, localisée dans le noyau fractal de la sphère 1 et 2. Il s'agit d'un réseau de transport interconnecté s'étendant, sans interruption connue, à travers 12 couches de réalité parallèles. Aucune zone extérieure ou surface planétaire n'a été identifiée. Le réseau est en croissance constante, à raison de 7,3 km par seconde. Selon un mécanisme de mitose dimensionnelle. Il s'auto-entretient à l'aide de tunnels en biométal vivant, capables de réparation spontanée et de mutation lente. Configuration observée. Les photographies transmises CFDoc. Joint CMJVPZP. Présente des sections typiques du métro infini. Carrelage mural vert olive, standard des zones de transit secondaire, ZTS. Éclairage au néon instable, compatible avec les anomalies électriques de la densité D1. Double voie serrée, encadrée par un quai en carrelage clair, non daté. Présence humaine enregistrée et autres. Identifiable. Typologie des stations. Stations recensées dans le métro infini. Type V, vide, abandonné, luminosité ultraviolette, saturation électromagnétique anormale. Type V.I, vivable, occupé par des groupes organisés, tribus de survivants, milices locales. Type C.G, coupe-gorge, infesté par des entités hostiles, contrôleurs sans visage. Type C, commerçante, lieu d'échange illégal d'artefacts extra-réels, billets, fragments de monades, organes stabilisés. Habitants et entités. Espèces recensées dans le métro infini. Humanoïdes hybrides, adaptation physiologique aux vibrations des 13. Leur longévité est incertaine. Harmonique et altérée, anciens humains aux variables altérées, émettent des ondes à 432 Hz, altèrent la perception du temps local. Ont des réactions et comportements indivisibles. Danger élevé s'y rencontre avec individus. Contrôleurs, agents de sanction. Capture les individus sans titre de transit. Les enferme dans des wagons-boucles. Danger maximum s'y rencontre avec individus. Risque identifié. Désynchronisation temporelle. Les stations situées hors de lignes causales connues sont rares mais peuvent apparaître dans certaines conditions. Risque d'effacement temporel causal élevé. Looping ferroviaire. Certaines rames ne s'arrêtent jamais. Contiennent des fragments d'existence incomplètes. Danger maximum s'y rencontre avec sujet. Anomalie sonore, annonce préenregistrée annonçant des stations non référencées. Probabilité de sortie. Calcul de la probabilité de sortie d'un individu sans aide extérieure. P sortie égale 0,000000072%. P sortie 1 égale 0,0000093%. Sans machine D13, quasi nul. Sans lotus point, mort probable par désintégration cognitive. Avec assistance externe, incertain. Nécessite stabilisation d'un point lotus actif. Conclusion. Le métro infini n'est pas un simple lieu. Il n'obéit à aucune cartographie stable, aucun plan topographique, aucune logique urbaine reproductible. À première vue, il emprunte les traits d'un métro classique, quai rectiligne, carreaux verts, couloirs d'allées, voies synthétiques annonçant des stations. Mais cette apparence est une interface cognitive, une façade configurée pour rassurer l'esprit des voyageurs interdimensionnels. En réalité, rien dans le métro infini ne répond à des lois physiques constantes. Il est un système clos, semi-intelligent, dont l'objectif reste non déterminé. Les structures du métro réagissent. Les parois se régénèrent. Les panneaux lumineux s'illuminent sans source d'énergie connue. Certains couloirs apparaissent ou disparaissent en fonction de la présence humaine, comme si l'environnement adaptait sa configuration à l'état psychique des individus présents. Plus troublant encore, aucune sortie permanente n'a jamais été identifiée. Chaque tentative de retour vers une réalité source se heurte à des boucles, des anomalies ou des effacements mémoriels.
L'impression croissante est que le métro agit selon une volonté implicite, non anthropomorphe, mais orientée. Il trie, absorbe, oriente et parfois rejette. Chaque station est un mirage figé dans le temps, un leurre d'architecture familière. Les stations varient, mais partagent toute une ambiguïté temporelle. Certaines semblent dater des années 1970, d'autres évoquent des futurs rétrofuturistes qui n'existent nulle part ailleurs. On y trouve des distributeurs de billets qui crachent des tickets écrits dans des alphabets inconnus. Des néons qui clignotent en morse codé. Des bancs qui enregistrent les empreintes thermiques de voyageurs jamais arrivés. L'architecture est un déguisement, une simulation conçue pour faire croire au réel. Mais chaque détail contient une erreur subtile, une horloge inversée, un escalator qui descend vers l'étage supérieur, un miroir qui reflète un quai désert alors qu'il est peuplé. La structure entière pourrait être un test, une prison, ou une forme de conscience en expansion. Certains chercheurs de l'IRC considèrent le métro comme une expérience pédagogique extrême, un test d'endurance existentielle destiné aux entités conscientes. D'autres le comparent à une prison dimensionnelle, un sas entre des univers incompatibles, contenant des fragments de réalité dangereuse, enfermés pour éviter la contamination. Une théorie plus récente et inquiétante propose que le métro ne soit ni un lieu, ni un piège, mais un organisme conscient, une forme diadimensionnelle, née d'un excès d'entropie dans la sphère 1. Un cerveau de béton et de flux monadiques, cherchant à comprendre l'esprit humain en simulant à l'infini ses trajets, ses attentes, ses désirs de fuite. Ce que l'on prend pour un moyen de transport est peut-être une boucle d'observation. Chaque rame lancée, chaque quai traversé, chaque marche descendue alimente le processus. Peut-être sommes-nous des données. Peut-être sommes-nous des leurs. Peut-être sommes-nous des cellules du métro lui-même, croyant errer, mais participant à sa croissance. Extrait les carnets interdimensionnels du Dr Elias Voss. L'image transmise ne montre pas un quai. Elle montre une bouche, ouverte, immobile, qui attend. Tout ce qui entre n'est pas garanti de sortir. La seule sortie est de devenir le labyrinthe.